question ce soir, dans quel climat social s'installe le président Emmanuel Macron? Au-delà de la recomposition politique, il y a aussi et surtout un contexte économique et social qu'il va devoir gérer, voire parfois affronter, avec des attentes fortes et puis déjà des crispations à la simple évocation du mot ordonnance. Les syndicats mettent déjà en garde le nouveau locataire de l'Élysée. Alors sur ce paysage social, le débat avec nos invités ce soir. Catherine Perret, bonsoir et bienvenue. Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT en charge de la démocratie sociale. Avec nous également Nicole Bricq, bonsoir. Ancienne ministre, sénatrice de la Seine-et-Marne et proche d'Emmanuel Macron. Irène Inchospé nous accompagne, bonsoir. Journaliste à l'Opinion et notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombeau est là. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur les mises en garde syndicales côté CFDT et CGT. Alors pas sur le même ton, mais des mises en garde quand même. On voit tout cela avec Jonathan van der Voort. Macron, c'est fini et t'as même pas commencé. Un signe n'a pas trompé. Au lendemain du second tour, une manifestation à Paris avait déjà réuni plusieurs milliers de personnes. Un premier avertissement de manifestants, pas prêts à lâcher du lest. Le lendemain, c'est dans une tribune du quotidien Le Monde que le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, mettait en garde le futur président. Faites confiance, écrit-il, aux organisations qui permettent aux individus de s'organiser ensemble pour peser sur leur avenir. Sans la démocratie sociale, la démocratie politique est impuissante. Chez les autres centrales syndicales, le ton est plus ferme encore. Ainsi, le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, dénonce la perspective des ordonnances et les imprécisions du programme social d'Emmanuel Macron, qu'il devrait rencontrer prochainement. Enfin, aujourd'hui, dans un communiqué, la CGT l'appelle à renoncer à de nouveaux reculs sociaux, imposés soit par ordonnance, soit par le 49.3. Dans les jours et les semaines à venir, Emmanuel Macron entamera un premier tour de table avec les partenaires sociaux. Il rencontrera le responsable de Force ouvrière la semaine prochaine. Alors Catherine Perret, je l'ai rappelé, vous êtes en charge de la démocratie sociale au sein de la CGT. Si vous deviez décrire aujourd'hui le climat social dans lequel arrive Emmanuel Macron, que diriez-vous? Et puis dans quel état d'esprit plus précisément se trouve la CGT, votre organisation qui a déjà marqué sa méfiance à l'égard du nouveau pouvoir? Oui, alors contrairement aux précédentes périodes électorales, et en particulier des présidentielles, nous on a constaté à la CGT qu'il y avait un climat conflictuel des entreprises qui n'a pas cessé pendant la campagne, qui est très très fort. Tous les jours, on a des remontées de lutte qui se passent dans les entreprises, notamment autour de la question des attentes des salariés, autour des salaires, autour des conditions de travail, autour du fonctionnement des services publics aussi. Et donc cette période conflictuelle, elle est de nature à nous laisser penser que les salariés, les citoyens plus généralement, ne vont pas laisser faire le nouveau président de la République sur de nouvelles régressions sociales. Donc on est plutôt, confiant quant à notre capacité de mobiliser. Et pour ce faire, M. Macron serait bien inspiré de prendre le temps du débat, de la concertation, voire même de la négociation. Elle n'est pas encore arrivée physiquement à l'Élysée, j'allais dire. Non, il n'est pas encore arrivé physiquement à l'Élysée, mais il a pendant la campagne, évoqué un certain nombre de projets, et notamment le passage d'un certain nombre de grandes réformes par ordonnance, et ce n'est pas de nature, je pense, à rassurer les salariés. On va en parler en détail. Nicole Bricq, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette pression qui est déjà exercée et mise en place sur le nouveau président? Je crois que il a été clair pendant la campagne. À la différence d'autres, il n'a pas tellement dévié de ce qu'il avait dit dès le départ. Il a détaillé les sujets sociaux et les sujets concernant le monde du travail. Et il a indiqué ses méthodes. Donc, personne ne peut être surpris parce qu'on peut effectivement manifester dès le lendemain en disant, certains disent qu'il est élu par défaut. C'est quand même le président qui, depuis des années, est le mieux élu. 43% des inscrits, c'est le record. Mais je crois qu'il a utilisé les termes de concertation, de négociation collective. Il y est très attaché. C'est un principe. Donc, elle aura lieu, cette concertation. Quant à la méthode des ordonnances, on va en reparler, mais je voudrais quand même rappeler des principes parlementaires de base. Une ordonnance, elle s'encadre. Le Parlement donne une habilitation. Il vérifie un délai d'exécution et il ratifie l'ordonnance. Alors, le mélange avec le 49.3, non, ça ne marche pas. Là, il faut une majorité
pour voter une ordonnance. Alors, et dans le oui. texte que Emmanuel Macron a fait passer au Sénat et à l'Assemblée, et le texte de Mme El Khomri, il était prévu de donner habilitation au gouvernement pour prendre des ordonnances. On va parler de la différence entre les ordonnances et le 49.3. Il y a rien de mélanger. dans ce que vient de dire Nicole Bricq. Elle a dit Emmanuel Macron, il a été clair selon elle dans la campagne, il a dit ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il faut voir en cela, j'allais dire en miroir inversé, François Hollande, qui n'avait pas prévenu sur cette réforme de la loi du travail et qui a eu lieu, qui a provoqué de nombreuses crispations. Ça veut dire que sur la méthode, c'est déjà la rupture ? Oui, c'est vrai qu'il a dit ce qu'il fallait faire. Ceci dit, les ordonnances, ça fait pas très longtemps qu'il en parle. Ça fait à peu près un mois. Je pense qu'il a fait ça pour se rallier quelques électeurs de François Fillon et leur faire comprendre qu'il pouvait agir. Bon, maintenant, ça lui revient un peu en boomerang. Oui, ce qui est frappant, c'est que quand même, il va commencer par une réforme avec deux symboles traumatiques. C'est-à-dire, c'est la loi El Khomri et c'est l'ordonnance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas pareil que le 49.3, mais j'imagine que dans l'esprit des gens qui sont descendus dans la rue au moment et assez violemment, c'est quand même beaucoup, et je pense que c'est beaucoup trop pour une première réforme. Et je me demande pourquoi il commence par celle-là, franchement, parce que c'est quand même agiter un peu deux chiffons rouges, c'est-à-dire je vais en remettre, je dis pas sur le fond, mais sur la forme. Je reprends la loi El Khomri et je refais une ordonnance, même si, comme vous le dites, c'est pas le 49.3. Je pense que, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas du tout urgence à revoir la loi El Khomri, que l'urgence n'est pas là, et je pense qu'il prend un gros risque, effectivement, même s'il l'a dit avant, parce que ce sont deux éléments traumatiques, et notamment, à l'époque, vous vous rappelez, c'était les jeunes, c'était l'UNEF qui était venu finalement et qui avait fait reculer le gouvernement. Ils étaient aussi dans la rue lundi, et quand on regarde dans les gens qui ont voté, les jeunes n'ont pas voté Emmanuel Macron, ils ont voté M. Mélenchon ou Marine Le Pen. Il est élu. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous avez une possibilité de contestation comme on l'a eu avant, et qui prend quand même il attaque par un sujet qui est particulièrement délicat. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut prendre le risque, cette contestation, dès le départ, puisque la loi sur la réforme travail va être examinée avant les vacances d'été? Oui, Non, et moi je pense qu'il n'y a pas d'urgence oui, là-dessus. Bon, après, on va voir le calendrier, effectivement, vous avez raison. Mais le reproche qu'a fait Emmanuel Macron pendant la campagne à la méthode Hollande-Valls, c'est d'arriver en fin de quinquennat avec une réforme qui n'avait pas été du tout annoncée. Et à un moment où le gouvernement était très affaibli. On peut aussi se poser la question s'il ne faut pas faire passer, surtout que quand même, les ordonnances, elles ont été évoquées pour uniquement le temps de travail. Et déjà, la loi El Khomri prévoyait la possibilité d'élargir le champ de la négociation d'entreprise d'ici à 2019. Oui, mais donc ça, c'était déjà voté. Oui, mais moi, je suis d'accord avec vous. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de grains à moudre pour la négociation collective. Vous avez quand même un petit peu la mémoire courte, parce que l'an dernier, à peu près à la même période, disons quelques mois avant, on hésitait entre est-ce que ça sera une loi Macron ou une loi El Khomri, cette fameuse loi de déréglementation du marché du travail. Donc Emmanuel Macron, me semble-t-il, avait perdu à ce moment-là la paternité de la loi. Il l'avait largement inspirée. On l'a fait porter à Myriam El Khomri, mais il me semble quand même qu'il était partie prenante. Et deuxième point, je rappelle qu'effectivement, la loi du 16 août 2016, elle prévoit qu'une commission d'experts étudie l'évolution du Code du travail, et que jusqu'à présent, aucun expert n'a manifesté sa volonté de rejoindre la commission, tant et si bien que M. Hollande, avant la fin du quinquennat, a été obligé de confier à France Stratégie une mission pour essayer de voir ce qu'ils allaient faire avec ça. On va rentrer donc, dans tous ces détails. Une question, Jean-Louis Gombault, quel héritage a aussi laissé, c'était important, le quinquennat de François Hollande en termes de dialogue social? Parce que lors de son dernier Conseil des ministres, c'était aujourd'hui, François Hollande, il s'est fendu d'un avertissement à peine voilé à Emmanuel Macron, d'ailleurs pas du tout voilé, puisque le président sortant a rappelé qu'oublier le dialogue social peut coûter cher, et c'est Stéphane Le Foll qui a relayé sa parole, on l'écoute. L'acte qui a été posé dans ce quinquennat, de mettre le dialogue social au cœur de la transformation de l'économie, c'est un point très important sur lequel il a beaucoup, c'est vrai, insisté. Et il a dit que chaque fois qu'on avait pu, quelquefois, l'oublier, ça pouvait coûter cher.
C'est un avertissement, évidemment, à M. Macron, puis c'est un petit tacle quand même à M. Valls. Ben oui. C'est-à-dire, bon, c'est quand même toi qui nous as mis dans cette situation par ta volonté absolument de parler du 49.3, qui n'est pas, comme vous l'avez dit toutes les deux, qui n'est pas exactement l'ordonnance. Le problème de M. Macron, c'est de se dire, j'ai 5 ans, le quinquennat c'est court, et il pense, il est convaincu de cette idée, que c'est par l'assouplissement du marché du travail qui va résorber une grande partie des problèmes du chômage. Après, on peut discuter si c'est faux, si c'est vrai, si c'est une illusion, si c'est une bonne analyse. C'est autre chose. Et il faut que je commence tout de suite. Parce qu'en réalité, il a déjà dit qu'il y aurait une concertation, mais il a dit qu'elle serait brève, elle serait courte. En accéléré. Accéléré, voilà, le mot exact, c'est le mot qu'il employait. Elle serait accélérée. Et derrière ça, il y a une réflexion générale de M. Macron, me semble-t-il, de ce qu'est le dialogue social et plus généralement, disons, le partenariat, tous ces domaines. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand on lit ses discours, son idée, la politique, c'est moi, et les syndicats, c'est pour l'entreprise. Ce n'est pas, ils n'ont pas à, disons, à intervenir dans le domaine qui appartient aux politiques. La distinction est difficile à faire, Certes. mais on sent... Pardon ? Oui, c'est très difficile. C'est oui, quand même très compliqué. Oui, faire, c'est parce la que c'est ce qu'il appelle, quand même, lorsqu'il dit « je vais renationaliser l'UNEDIC », oui. Lorsqu'il dit... Oui. Il ne dit pas ça, monsieur. Il ne dit pas renationaliser. Que l'État va reprendre on en est au tripartisme, on n'en est pas à la nationalisation. D'accord, mais enfin, ça revient à reprendre en main de l'État de la gestion de l'UNEDIC. Lorsqu'il dit, par exemple, sur la formation professionnelle, en réalité, il veut reprendre également en main toute la formation professionnelle dans laquelle il veut injecter 15 milliards, il y a quand même quelque part une idée que dans ce genre de structure, les syndicats ne font pas l'affaire. Ils retardent par le... Jean-Luc Gombault, quel syndicat? C'est la question aussi qu'il faut poser peut-être à Catherine Perret, parce qu'on va rappeler que la CFDT a gagné une bataille récemment, qu'elle est passée devant la CGT dans un certain secteur. Est-ce qu'il est possible de contourner la CGT et d'avoir, comme il y a eu, on l'a vu, un partenaire, on va dire, pour le gouvernement plus conciliant? Alors, je rappelle quand même que la CGT est la première organisation, si on compte l'ensemble du salariat public et privé, et qu'on est largement en tête, y compris dans les petites et moyennes entreprises. Et qu'il nous semble, nous, qu'au-delà de la représentativité, on a une capacité sans doute beaucoup plus forte que d'autres à mobiliser les salariés pour faire passer des propositions de progrès social. Alors en cela, M. Macron, effectivement, il est dans la continuité de ce qu'a voulu François Hollande à son arrivée en 2012, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles formes de dialogue social. Et effectivement, pendant ce quinquennat, on a cessé de dénoncer, nous, à la CGT, qu'il y avait une dégradation des conditions de la négociation, à la fois à l'échelle interprofessionnelle, notamment on l'a vu dès le départ, dès les premières négociations interprofessionnelles, et ça s'est fini d'ailleurs de manière, j'ai presque envie de dire dramatique, avec l'échec de la négociation sur la démocratie sociale au moment où M. Rebsamen était ministre du Travail. Et je ne pense pas que ce soit les syndicats qui aient eu la volonté de faire échouer cette négociation. C'est pour ça qu'il y a eu une loi. Et oui, mais enfin, malgré tout, il y a eu échec de la négociation et échec également de la négociation autour du compte personnel d'activité, qui était un marqueur du quinquennat. Vous êtes dans une position là. La négociation interprofessionnelle, elle s'est essoufflée. Attendez, on ne va pas refaire toute l'histoire du quinquennat. Elle s'est essoufflée parce que les organisations patronales ne veulent plus négocier. Excusez-moi, vous êtes dans une position de méfiance, de défiance. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma première question. On est dans une position où il nous semble que ce qu'il y a à tirer des élections présidentielles et du deuxième tour, du Front National au deuxième tour, c'est que les Français, ils attendent des changements majeurs pour leur vie quotidienne. C'est pour ça que Nicole Bricq vous dit qu'il faut aller vite pour avoir des résultats. Oui, mais ils attendent qu'on ouvre des concertations et des négociations qui vont vers plus de progrès social, plus de salaire, une amélioration des conditions de travail, et non pas une diminution de leurs droits. Et nous, on pense, et on l'a dit à France Stratégie, par exemple, au moment où on a travaillé sur la question de quelle commission d'experts demain sur le Code du travail, ce serait bien qu'on fasse l'évaluation, le bilan de ce qu'ont donné les différentes réformes de la réforme du travail. Des relations entre les syndicats et Irène Inchospé, entre la CGT et la CFDT, c'est vraiment pas un secret de polichinelle que de dire que les relations sont vraiment très très tendues, y compris vraiment quand
Oui, ça, on ne peut pas le compter. Si, tendu, très tendu, je crois. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait y avoir une tentative de contournement de la CGT pour dialoguer directement avec la CFDT, ou c'est exclu de mettre de côté un syndicat qui est quand même important, qui reste représentatif ? Je crois a priori que c'est exclu, parce qu'il y a quand même, pour toute modification dans le domaine social, il y a le fameux article 1 du Code du travail, qui est d'ailleurs d'aspiration communautaire. Donc je pense que M. Macron, qui est très européen, et ça personne n'en doute, il doit être attentif à ça, et donc qui oblige, avant toute réforme qui concerne le Code du travail, à engager une concertation avec tous les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés, pour éventuellement déboucher sur une négociation. Donc je ne vois pas sur quel principe on pourrait en exclure un puis un. Il faut tout le monde. Oui. C'est quand même un petit peu arrivé avec la réforme du travail dans les derniers moments sous le quinquennat Hollande et avec Manuel Valls. À la fin, la CGT n'avait plus... Bon, à la fin, ça s'est terminé par un 49-3, c'est-à-dire qu'à la fin, Manuel Valls n'écoutait plus personne. Et c'était pas à la fin, c'était dès le départ, et c'est pas seulement à la CGT qu'il n'a pas parlé. Vous avez assisté à quelques réunions quand même. Non, mais c'est pas qu'à la CGT qu'on ne parlait pas, c'était à la majorité des organisations syndicales qui étaient organisées contre la loi travail. Et maintenant, le plus important, évidemment. Je le connais un peu quand même. Oui. Je l'ai vu défendre pendant des heures et des heures sa loi. Il essaie toujours de convaincre. Même quand c'est difficile, et il essaie d'entrer dans le raisonnement de l'autre. Mais ça ne suffit pas d'entendre, il faut aussi écouter les propositions qu'ont amenées les organisations syndicales et pas avoir un projet tout ficelé. Attendez, tout à l'heure, vous avez dit on ne sait pas trop ce qu'il va faire. On a quelques pistes. Justement, parlons des Français et des salariés. Moi, j'ai vu hier, c'est le journal Les Échos qui a publié ce sondage. J'ai vu que, s'agissant de la négociation en entreprise, 62% des Français étaient favorables. En revanche, j'ai vu qu'ils étaient moins favorables au plafonnement des indemnités prud'homales. Alors ça fait réfléchir l'histoire du plafond, parce que c'est aussi un engagement d'Emmanuel Macron. Ça veut peut-être dire qu'on peut rassurer les Français si on met un plancher. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais peut-être ce qui rassurera d'abord les Français, donc ça fait partie aussi des sujets à discuter. Les résultats sur quand même une réforme phare, puisqu'elle va être engagée bientôt. Je reviens à la loi travail. Est-ce que vous pensez que cette réforme va vraiment provoquer un électrochoc pour créer de l'emploi, davantage de CDI et moins d'emplois précaires? C'est ce qui est promis. Est-ce que vraiment vous y croyez avec ce projet? Alors, s'agissant des CDI, il y a autre chose qui doit faire l'objet de précision. C'est le malus concernant les contrats courts. Là aussi, il y a à écouter ce qu'en pensent les organisations syndicales et patronales. Mais c'est un tout. Tout à l'heure, M. Gombault a évoqué la formation. C'est très important, parce que ce qui révolutionne tout, c'est que les salariés pourront directement s'adresser à la formation. Ils ne seront plus obligés de passer par les fameux OPCA. Madame Briggs, un petit problème pour les Briggs, vous a pas échappé qu'on sort d'une négociation assurance chômage où justement les organisations patronales ont refusé tout débat autour de la taxation des contrats de court. Oui, mais vous a pas échappé. Attendez, on était dans un climat préélectoral. Il faut que tout le monde se repose. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de sujets à discuter et à se concerter avec les organisations représentatives du personnel une question claire, et les organisations patronales. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que tout ça n'a pas été travaillé. Ça ne vient pas par hasard. Mais non, on veut comprendre la philosophie. Attendez, Nicole Bricq. Pendant 6 mois, tous les Français étaient spécialistes du droit du travail. On va continuer à l'être. Jean-Louis Gombault, la philosophie attendez, s'il vous plaît. La philosophie de cette loi travail version Macron. Est-ce que c'est une loi travail plus? Est-ce que c'est une philosophie, j'allais dire, thatchérienne, de dérégulation du marché? Non. Ou au contraire, c'est Jean-Louis Gombault, je pose la question, la flexi-sécurité à la scandinave. Voilà, c'est plutôt ça, vers lequel il espère pouvoir se diriger. La philosophie quand même générale qui a été débattue dans la campagne électorale, c'est le problème de la reprise en main par l'État d'un certain nombre de domaines dits régaliens. C'est vrai. Et dans cet aspect-là,
M. Macron, sa philosophie, puisque vous nous invitez à parler de sa vision des choses, c'est quand même une reprise en main. Par exemple, rien que cette affaire d'abandon des cotisations chômage, par exemple, des salariés, en fin de compte, ça change complètement l'esprit, la philosophie de l'UNEDIC. On change de paradigme. On change de paradigme. Derrière cette petite chose, quand même 4%, je crois, on change de paradigme. C'est-à-dire on n'arrive plus, on n'est plus dans un système assurantiel, on est dans un système de entre guillemets, de solidarité. Et derrière, on a quand même une conception tout à fait nouvelle sur la reprise du travail par les salariés. Il a évidemment une série de propositions qui changent complètement la façon de voir le problème. Quand il dit, par exemple, je vais unifier les systèmes de retraite, mais ça change l'avenir de l'ARGIRC et de l'ARCO, ça change la place des syndicats sur l'ARGIRC et de l'ARCO. Et il appelle son bouquin Révolution. Elle est là, la révolution. Et quelque part, non, mais quelque part, évidemment, c'est tout à fait... Au-delà du titre, c'est le titre qui oui, non, mais ce que je veux dire... C'est une bonne illustration. C'est un changement, mais c'est un changement, effectivement, vous avez raison, c'est un changement de paradigme, mais c'est pas par rapport à l'assurantiel, c'est un coup porté à la construction de la sécurité sociale et de ses fondamentaux. Vous avez peut-être vu, puisque nous, on a participé à un travail autour des 70 ans de la sécurité sociale et à coproduire un film qui a eu un grand succès en salle qui s'appelle La Sociale et qui explique un petit peu les origines avec beaucoup de pédagogie sociale, avec beaucoup de pédagogie et qui rappelle aussi le rôle des organisations syndicales et en particulier d'Ambroise Croizat qui, j'ai pas besoin de vous le rappeler, était à la fois secrétaire général de la métallurgie CGT et ministre du Travail au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il est en train de changer, c'est d'atteindre le principe de solidarité intergénérationnelle pour passer justement d'abord à l'étatisation, puis à la privatisation. Attendez, s'il vous plaît, je veux juste donner la parole à Irène Chospé. Je vais vous laisser réagir. Et juste, si vous pouvez y répondre à deux de nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux, c'est Citoyen Lambda qui vous dit, parce que j'ai parlé tout à l'heure de flexi-sécurité, d'accord, mais les citoyens ne voient que la première partie. Pas la sécurité, la flexibilité. Oui, parce que c'est aussi un effet collatéral de la précédente loi El Khomri, c'est-à-dire que le message quand même, ça a été présenté de telle manière que les gens ont compris, pour pouvoir embaucher mieux, il faut qu'on puisse d'abord licencier facilement. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile. C'est pas terrible, oui. C'est pas terrible et c'est bien inscrit dans tous les esprits. Alors là, c'est vrai qu'il fait de la flexibilité, il veut aussi effectivement sécuriser, en particulier en donnant le chômage aux gens qui démissionnent, ce qui me paraît, moi, une petite curiosité. Une fois tous les 5 ans. Oui, mais enfin quand même. Donc il veut... Mais moi, ce que je veux dire, de toute façon, et le débat ici ce soir le montre très bien, c'est que dans ce pays, on n'arrivera pas à réformer, mais j'espère que M. Macron y arrivera et qu'il réussira, je lui souhaite en tout cas. Parce qu'il n'y a aucun consensus sur aucun sujet. C'est-à-dire que pendant le gouvernement, par exemple, puisqu'on parle des entreprises, n'a cessé de nous répéter que les entreprises avaient retrouvé leur marge de 2007, qu'elles étaient hyper compétitives. Donc je comprends... Non. Le problème de compétitivité n'est pas réglé. Personne n'a pu vous vendre ça. Attendez, mais vous n'avez pas entendu M. Sapin. Vous n'avez pas entendu M. Sapin. Bon, je parle du... Vous n'êtes pas d'accord entre vous, alors là, on est perdu. On est perdu. Moi, je Emmanuel Macron, je marche, alors. Ah non, mais vous étiez du parti de M. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les marges des entreprises, elles ont à peine retrouvé leur niveau de 2000. Chez vous, quand même. Attendez, mesdames. Elles ont à peine retrouvé leur niveau de 2007, et dans les pays européens, nous sommes les avant-derniers avant la Croatie. Et si on fait sur longue période et que ça soit droite-gauche, c'est pas du tout les salaires, c'est-à-dire qu'en net perçu, c'est pas les salariés qui ont été considérablement augmentés, ce sont toutes les charges et tous les impôts que l'État est intervenu dans la valeur ajoutée. Les entreprises pèlent 60 milliards d'impôts sur la production chaque année. Voilà le problème. Et finalement, le problème, quand je dis que c'est pas la loi travail qui est importante, ce à quoi il faut s'attaquer, Sylvie Goulard d'ailleurs, que vous connaissez bien, n'a pas arrêté de le dire, elle passe beaucoup en ce moment puisqu'elle est ministrable, voire première ministrable, et elle dit qu'il faut s'attaquer aux dépenses publiques. On ne peut pas dire qu'un pays qui a 56% de sa richesse de dépenses publiques en fonction de sa richesse nationale est un pays où il y a eu de l'austérité. Sur le constat, Nicole Bricq est d'accord avec vous. Oui, et vous le savez bien que... Mesdames et monsieur Jean-Louis Bombaud, vous avez été ministre du Commerce extérieur, vous avez vu le déficit là qui est sorti. Attendez, je vais vous laisser réagir. J'allais vous le dire. Il faudra nous dire... Le commerce extérieur était le juge de paix de la compétitivité. Mesdames, voilà. Il faudra nous dire sur les dépenses publiques si vous supprimez des infirmières dans les hôpitaux. Pardonnez-moi. Non, s'il vous plaît.
mesdames, Monsieur Macron a dit... Nicole Bricq, s'il vous plaît. Ah oui, oui, c'est quand je pardon. pose la question Mais que vous y je voulais lui répondez, dire, mais c'est mieux comme ça pour que les téléspectateurs nous suivent. La fonction avec publique plaisir. hospitalière n'est pas On va concernée écouter par les réductions de postes. On va écouter sur la méthode d'Emmanuel Macron ce qu'en pense Ségolène Royal. C'était ce matin sur RTL. Ce que je peux vous dire, moi, d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas du tout l'intention de brutaliser les Français. Comme nous tous, il a été choqué par l'usage du 49.3 par le gouvernement précédent. Donc, ça ne sera pas sa méthode, ça je puis vous le dire. Et justement, parce qu'il casse les codes traditionnels des oppositions brutales entre la droite et la gauche, c'est précisément pour faire émerger des solutions de consensus qui font en sorte que lorsque les Français adhèrent à une solution et la comprennent, à ce moment-là, la croissance économique revient. Jean-Luc Gombault. Ségolène, on la regrettera parce que... Elle est toujours là. Hein. D'accord, mais bon. Elle peut continuer non, mais à être là. parce que le gouvernement précédent, mais quand même, elle en faisait partie. Et elle en fait encore partie d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est fini depuis ce matin. Oui. Depuis ce matin. Mais... quand même, je veux dire, vous parliez tout à l'heure, il n'y a pas de consensus. C'est son problème, c'est le problème de M. Macron. Donc il va dire... Mais il peut y avoir des compromis. Oui. Dynamique. Ne vous coupez pas. Non, s'il vous plaît, ne vous coupez pas la parole. Ici, le principe, c'est que chacun puisse argumenter. Allez-y, Jean-Luc Gombault. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est son problème. C'est-à-dire comment réformer un pays dans lequel personne n'est d'accord. Donc, lui, son idée, c'est quand même la rapidité. On peut, bien sûr, il y aura des compromis, mais sur le fond, il ne peut pas y avoir de compromis. Quand vous avez une stratégie, alors on peut dire qu'elle est, vous dites vous-même que c'est pas, la question n'est pas là, mais quand lui, il a sa stratégie, c'est-à-dire le problème de la réforme sociale, essentiellement parce que c'est là-dessus qu'il a insisté pendant sa campagne. C'est pas sur l'équilibre budgétaire. Il a proposé un certain nombre d'économies, 120 milliards, je crois, sur 5 ans, des baisses de charges. 60 milliards. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 60, excusez-moi, les 100 milliards, c'était Monsieur Fillon. Les 60 milliards, et avec quelques baisses de charges, etc., il en a posé. Mais le fond de son truc, c'est quand même la réforme sociale prise de manière globale. Et c'est ça qu'il va essayer de faire, et il le fait sans le consensus, et il n'y aura pas de consensus. Ce n'est pas possible compte tenu de l'ampleur des réformes. Et puis c'est l'ampleur des réformes structurelles qu'il doit mettre en œuvre. C'est évident, surtout sur des sujets comme ça qui sont sensibles. Mais je crois qu'il faut les assumer. Il est prêt à les assumer parce qu'il considère que c'est... Jusqu'à ne pas reculer, comme on dit, devant la rue, et s'il y a des milliers, voire plus de Français, de citoyens dans la rue pour le protester. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il a vraiment une vision stratégique de ce qu'il veut et de ce qu'il est, jusqu'où il est possible d'aller. Il est courageux et il sait où il va. Donc c'est quand même très très important, plutôt que de marcher en crabe, mais d'aller droit. Et moi je pense qu'effectivement, devinez. Mais je pense que il a pas de, il est très conscient. Il l'a dit dans son message du soir de sa victoire. Il est très conscient qu'il y a beaucoup de blessures dans ce pays. Il veut réconcilier les Français et effectivement, il n'est pas là pour les brutaliser. C'est pas du tout son style. Mais il est là pour les faire. Est-ce que ça vous rassure, Catherine? Mais non, mais je demande pas qu'on les rassure. Mais il y a quand même un délai de grâce. Il y a quand même un délai de grâce, il n'y a pas d'état de grâce. Et je pense que sa jeunesse, sa volonté, son sens de l'action et de l'écoute, il écoute vraiment les gens. Il rentre dans leur raisonnement, mais il essaie de les convaincre jusqu'au bout. Je pense que ce sont des qualités vraiment primordiales. Voilà, éloge de la méthode Macron par Nicole Bricq. On n'a vraiment pas besoin d'être rassuré et vous ne nous rassurez pas. Je rappelle quand même que le nouveau président de la République, il a été élu dans un contexte bien particulier, d'un deuxième tour affrontant le Front National et qui serait bien inspiré à écouter justement ce que une partie des Français... Il a parlé de blanc-seing. Catherine Perret, dans lequel vous n'avez pas pris position très clairement. Nous avons pris position pour faire barrage au Front National, mais vous n'avez pas prononcé le mot d'Emmanuel Macron. Donc chacun ses responsabilités, si on peut dire. Bien sûr, nous assumons parfaitement, nous, la campagne que nous menons depuis des années contre le Front National et que nous faisons au quotidien dans les entreprises. Je pense que c'est la politique, justement, qui a été menée ces derniers 5 ans, qui ont nourri le Front National, parce que les Français sont déçus. Et là, il y a un consensus à avoir, c'est que les Français attendent d'être protégés par l'État. Ils attendent de pouvoir vivre de leur travail, ils attendent de pouvoir partir en retraite avant
de mourir au travail. Aujourd'hui, il y a des femmes dans le secteur, par exemple, du textile, qui voient leur espérance de vie diminuer parce que l'âge de la retraite s'éloigne et que la réforme que prévoit M. Macron n'est pas de nature justement à régler leurs problèmes au quotidien, à ces femmes qui se tuent au travail. Je rappelle quand même que depuis 2 ans, l'espérance de vie diminue dans le pays. Et que c'est un peu lié quand même aux politiques qui ont été menées auparavant. Je ne crois pas que ça soit quand même exclusivement lié aux conditions de travail. Ah bah. Il y a le tabac, il y a la pollution. Oui, mais quand vous travaillez à la chaîne pendant 42 ans... Sans rentrer dans ce débat, il y a des conditions beaucoup plus difficiles que d'autres, je crois que tout le monde le reconnaît. D'accord. Hein, et je ne pense pas qu'on ait résolu aucun problème de pénibilité. D'ailleurs, dans le quinquennat, la preuve, c'est que le compte pénibilité, il est en panne aujourd'hui. Et Reinine Chospé. Non, vous dites qu'il veut aller vite, je comprends bien. Il n'empêche que la France, ce n'est pas une start-up. Mais oui. Quand même. Donc moi je crois que la France, il n'arrivera pas à tout faire en un seul quinquennat, peut-être qu'il en fera 2. Et je rappelle juste, parce qu'on le compare un peu à Schröder de temps en temps, que M. Schröder, il a fait ses réformes de 2002 à 2004, il a commencé par les plus faciles et il a terminé par les plus difficiles. C'est vrai qu'on oublie de le dire. Voilà, et avec un consensus très large, etc. Vous dites qu'il n'y a pas... Il y avait des manifestations toutes les semaines, monstrueuses. D'accord, mais enfin quand même, ils se sont mis d'accord sur ce qu'il fallait faire. Et il y avait des universitaires, il y avait des syndicats, il y avait des patrons. Monsieur Hart, c'était DRH de Volkswagen. Est-ce qu'on peut imaginer ça une fois en France ? Donc je crois qu'il faut cesser aussi de dire en France, il n'y aura jamais de consensus. Parce que dans tout l'OCDE le montre, dans tous les pays qui ont réussi les réformes, c'est parce qu'il y avait un consensus. Sur quoi ? Libérer, comme dit Nicole Bricq, protéger, comme dit Catherine Perret. Est-ce qu'on peut vraiment les rapprocher ? L'état du pays, sur les marcher sur ses 2 pieds. Libérer, en même temps, protéger. C'est des mots. Oui, mais c'est des mots, mais qui sécurité, ça ne marche pas. Concrètement, vont s'illustrer. Et s'illustrent déjà quand on lit attentivement, ne serait-ce que son premier livre, Révolution, justement, on voit bien que c'est sa ligne de conduite. Alors, évidemment, il y aura des obstacles. Évidemment, ce n'est pas un chemin de rose. On le sait. On le sait. Il y a quand même un élément qui montre, c'est que le syndicat qui a progressé aux dernières élections, c'est quand même la CFDT, qui est plus un syndicat, qui est plus dans cette vision consensuelle, de concertation, que ne peut l'être, même si la CGT signe 80%, je crois, des accords d'entreprise. Bien sûr. Mais mais cela dit, il y a quand même déjà, M. Berger montre dans ce que vous avez indiqué tout à l'heure, la démocratie politique ne peut pas fonctionner sans démocratie sociale. C'est à peu près ça qu'il a dit. Je veux dire aussi que dans le projet Macron, il y a autre chose, c'est sur la montée des syndicats dans les conseils de surveillance des grandes entreprises qui peuvent leur donner la moitié de la place. Donc, ça, c'est très important. On aurait dû le faire, ça, du reste. D'accord, mais enfin, c'est lui qui pourra peut-être le faire, mais qui vise quand même lui aussi, et ça veut dire il veut recentrer plus les syndicats sur l'entreprise et qu'ils s'occupent moins et qu'ils interviennent moins, ça pose un énorme problème. C'est-à-dire, ça pose un énorme problème. C'est-à-dire le fait que les syndicats ne soient plus là dans la gestion sur les retraites, qu'ils ne soient plus là dans la gestion sur l'UNEDIC, etc., mais qu'ils se concentrent sur leur job pour lui, c'est-à-dire essentiellement la négociation d'entreprise. On va conclure, je vais vous laisser la parole. Et la même question d'ailleurs en guise de conclusion. Catherine Perret, d'abord, selon vous, et c'est la question qu'on pose souvent, d'abord, est-ce que la France est réformable ? Et si oui, quelles sont les conditions pour accomplir ces réformes, selon vous ? Les Français ont soif de progrès social. Et donc, effectivement, pour nous, la France, elle est réformable si on offre aux Français la possibilité de vivre mieux dans ce pays, de son travail, et d'être plus protégés, de renforcer les services publics. Parce que, par exemple, la crise que connaissent les services publics explique aussi la montée du Front National dans les zones rurales, dans les zones périurbaines. Donc oui, la France est réformable si on donne la possibilité aux Français d'exprimer vraiment leurs besoins de vivre mieux demain. Il y a assez d'argent dans ce pays pour qu'il soit mieux partagé. Même question, Reinine Chospé. Ah oui, bien sûr, la France est réformable. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, alors que des tas de pays y sont arrivés. Maintenant, je suis désolée de dire encore la même chose, parce qu'on parle beaucoup ici, avec la loi travail, de l'agilité du secteur privé. Très bien, le secteur privé, on a vu Whirlpool, ils sont licenciés, ils sont délocalisés, toutes les embauches se font en CDD. Je trouve que l'agilité du secteur privé, ça va. J'aimerais bien qu'on soit aussi en marche vers l'agilité du secteur public. Et je pense que si on veut vraiment réformer la France, il faut songer aussi à l'agilité du secteur public. Alors, ce sera un autre débat, mais je réponds à votre question. La France a des atouts et je crois que les Français ont envie finalement, de les faire jouer. Et un président comme Emmanuel Macron va
démultiplier cette envie. Il faut arrêter avec cette espèce de mentalité qui consiste à dire on n'est pas bon, les autres sont meilleurs que nous, etc., etc. On est les oubliés de la mondialisation. Non, il faut vraiment aller de l'avant et il redonne. Je pense Oui, cette ça, c'est le élection signal. redonne, Maintenant, on attend les actes. redonne une aération qui va faire que les Français vont avoir confiance en eux. Parce que c'est ça le problème des On Français. espère que ce ne sera pas un trou et de la d'air quand même, France. l'aération. Non, non, c'est un vent, un zéphyr. Voilà. Eh bien, nous le Allez. jugerons à l'épreuve de fait. Merci beaucoup pour Il ce a fait débat. très beau aujourd'hui. Mesdames et Jean-Luc Gombon et monsieur, merci à vous. Alors pendant